tous les gens sur YouTube sont bombardés de formateurs qui ont des phrases d'accroche extrêmement fortes du type il faut du 12% minimum, du 13%, du 14%. Toi, tu leur dis bullshit en fait. Oui, moi je leur dis ça m'intéresse pas du tout. Bonjour à tous, je suis Clément Renaud, fondateur de Louvinvest, la plateforme qui vous permet d'investir dans les meilleurs SCPI de la manière la plus simple possible. Et aujourd'hui, j'ai la chance de retrouver Jérémy Rouzeau. Bonjour Jérémy. Bonjour Clément. Alors tu es le président fondateur de Kianeos et tu es un expert véritable, peut-être même le plus grand expert français aujourd'hui, sur l'immobilier résidentiel. Alors merci pour l'introduction. Le plus grand expert, certainement pas. Je doute pas qu'il y ait plein de gens qui connaissent très bien l'immobilier résidentiel. Mais effectivement, dans le groupe Kianeos, depuis 2018, la création, mais surtout depuis 2020, à partir du moment où ça a commencé à bien marcher. On a acheté et rénové à peu près 5000 lots, 4500 logements répartis sur à peu près 600 immeubles. Donc c'est vrai Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a fait volume. plus quand même. Là où peut-être que j'ai la palme, c'est peut-être la personne qui a visité le plus d'immeubles ces 5-6 dernières années. Je n'ai pas compté, mais ça se compte en milliers. Je pense le nombre d'immeubles que j'ai visités depuis 2018. Eh bien écoute, excellent. Et donc du coup, on est là pour écouter tes conseils et ton retour d'expérience. Dans cette première vidéo, on aborde la phase la plus initiale d'une acquisition immobilière qui est finalement quel type de bien acheter, comment bien acheter un bien immobilier. Et pour commencer, je voudrais revenir avec toi sur premier point, où acheter, comment on décide les zones dans lesquelles on va regarder. Déjà, la première chose que je voudrais dire, c'est que je voudrais pas que les gens s'imaginent qu'il y avait une baguette magique et que quand on a commencé Kianeos, on a tout fait parfaitement du premier coup. En tout cas, c'est peut-être la réalité pour certains investisseurs immobiliers, c'est pas la mienne. L'idée un peu de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est de dire aussi où c'est qu'on s'est pris les pieds dans le tapis, mais de le dire en toute transparence, de manière à peut-être que les personnes qui regardent cette vidéo, ils fassent pas les mêmes erreurs que nous on a faites, ou peut-être que eux vont trouver que c'était pas des erreurs et ça leur va bien, mais en tout cas d'aborder tout ça, de façon de manière transparente. Ouais. Voilà, exactement. Nous, quand on avait commencé Kianeos, on avait basé la stratégie d'investissement sur quelques indicateurs clés. Il y en avait très peu. Il y en avait 3. Il y avait la démographie, la taille de la ville et les revenus par habitant. Donc déjà, la question de se dire où est-ce qu'on a envie d'acheter, la première réponse, j'aurais envie de te dire, c'est un peu partout. Mais par contre, avec des objectifs de rentabilité différentes suivant l'endroit où tu investis. Donc si je commence par la démographie, là où tu as la démographie la plus positive, tu as le plus de pression pour trouver des logements, le plus de personnes qui arrivent, donc les besoins de logements supplémentaires. Tu le sais mieux que quiconque, il y a de moins en moins de constructions neuves ces dernières années. Bien sûr, ouais. Alors il y a les problématiques de hausse des taux d'intérêt et donc les difficultés des promoteurs. Il y a aussi une loi qui s'appelle la loi ZAN, zéro artificialisation nette, qui rentre en application progressivement. Donc c'est vrai que si tu es dans une zone où il y a de plus en plus de gens qui habitent, il y a de plus de gens qui vont chercher à se loger. Voilà, ça peut être déjà un indicateur qui est... Donc un dynamisme en fait, plus de gens qui veulent y. Et ça, très concrètement, c'est quoi? Tu télécharges les données depuis l'INSEE, tu cherches sur Internet, alors tu fais quoi? C'est très facile à trouver. Tu récupères l'INSEE. Voilà, il y a des évolutions démographiques qui sont notées. Donc c'est pas tous les ans, suivant la taille des villes. En général, c'est à peu près tous les 5 ans, je crois, que de mémoire. Et donc effectivement, nous, on regarde la démographie sur les 10 dernières années et sur les 5 dernières années. Il y a aussi des études qui sont faites par l'État sur les projections. Alors bon, les projections, c'est comme les promesses, hein, ça engage que ceux qui les écoutent. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vraiment d'une ville à l'autre, même au sein d'un département, même au sein dans des zones assez proches, tu peux avoir des villes qui ont une démographie positive et d'autres qui ont une démographie qui est plus stable. Nous, ce qu'on s'est rendu compte dans le temps, c'est que la démographie positive, elle a tendance à suivre les autoroutes. Les grands axes routiers ont tendance à phagocyter un peu la population. Voilà, donc ça, c'est un premier point, c'est-à-dire plutôt investir là où la démographie est positive. Et si vous allez à des endroits où la démographie est plutôt stable, il faut vraiment que vous ayez un bonus de rentabilité qui soit important. Ou un bien peut-être particulièrement qualitatif pour se dire finalement qu'il sera meilleur que les autres sur le marché? Exactement. C'est-à-dire que nous, de toute façon, Kianeos, on n'investit pas dans les très grandes métropoles régionales ni à Paris. Donc, on n'investit pas là où peut-être la démographie est la plus forte, la pression locative la plus forte. Mais nous, en fait, notre postulat, c'est de dire, dans les villes un peu moins tendues, donc un peu plus détendues, j'ai l'habitude de dire, je vous mets à défi de trouver un logement dans lequel vous auriez envie de vivre. Et donc, effectivement, la qualité du logement dans ces villes-là est vraiment très médiocre, parce que les prix au mètre carré sont bas. Donc, en fait, il y a peu d'investisseurs qui sont capables de faire des travaux. Donc, le calcul, il est souvent assez simple. Nous, on achète dans des villes qui valent peut-être entre 1500 et 2000 euros du mètre carré. Donc, on va dire 1700. Si on se dit qu'une grosse réno, c'est 700 euros du mètre carré, il faut acheter du foncier à moins de 1000 euros du mètre carré. Voilà, ce qui est quand même compliqué. Puis nous, on fait des rénos à 700 euros du mètre carré, là où des particuliers, ça leur coûterait peut-être 1000 ou 1200 pour faire la même chose. Donc, il faut acheter vraiment très bas, quoi. Et alors, question tout bête, mais ça veut dire que du coup, si je vais chez Kianeos aujourd'hui, vous avez quoi? Vous avez une carte de France
avec des petits post-it ou des petites épingles pour montrer les villes que vous avez identifiées. Comment ça marche en fait? Parce que ça paraît un travail titanesque ce que tu décris. Alors, comme j'ai dit, on n'a pas beaucoup d'indicateurs. Donc, encore une fois, il y en a 3 qui sont vraiment clés. On a des zones dans lesquelles on investit. Nous, on est présent sur une trentaine de départements. Maintenant, ça fait quelques années. Et tu as commencé à moins que ça, hein, parce qu'au début, c'était que dans la zone voilà. plutôt. Au début, en 2018, on investissait dans le sud-est. C'est ça. Voilà. Après, en 2019, on a ouvert le sud-ouest. En 2020, le sud de Paris. Et en 2021, les Hauts-de-France et la Normandie. Et donc, du coup, on va dire, depuis 2022, on consolide ces zones-là. Et du coup, maintenant, avec l'habitude, on sait qu'il y a des villes où ça se passe mieux que d'autres. On a les indicateurs, comme j'ai dit, les 3 indicateurs clés, on va dire, mais on a aussi le retour d'expérience. Pour le coup, je donne ma langue au chat. Il y a des fois, il y a des villes au sein d'un même département qui font à peu près la même taille. Tu regardes la démographie, c'est un peu pareil et tout. Mais il y en a une où ça se passe très bien, où il y a beaucoup de demandes locatives avec des loyers soutenus, etc., etc. Et puis, il y en a d'autres où c'est plus compliqué. Et ça, malheureusement, il n'y a pas mieux que l'expérience pour savoir. Et donc, du coup, on augmente les investissements dans les villes où ça se passe bien. Ouais. Et celles où on voit qu'une fois qu'on a acheté 2 immeubles, on a du mal à louer, et du coup, celle-là, on se dit, blacklisté. Donc ça, effectivement, on a des statistiques, on a du recul pour savoir notre taux d'occupation financier sur chacun des immeubles, chacune des villes, etc. Et du coup, ça nous donne des éléments d'alerte. Je vais pas nommer les villes ici, non pas parce que j'ai pas envie de les nommer, mais parce que j'aurais pas envie de chagriner l'équipe municipale des villes où je te dirais, celle-là, surtout, n'y allez pas. Mais par contre, je peux te dire quelques villes où nous, ça se passe extrêmement bien. Et alors, c'est des villes où ça va surprendre les gens, parce que si je te donne une ville comme Lunel, par exemple, Lunel, c'est pas forcément une ville qui a une super réputation. C'est une ville, je me rappelle, il y avait une époque, il y avait des histoires de mosquées avec des gens qui étaient allés faire le djihad. D'accord, voilà, j'avais pas en tête tout ça. Ouais, Okay. et du coup, ça a laissé une mauvaise réputation à cette ville. Mais alors, je veux dire, c'est un épiphénomène. Lunel, c'est une ville où il y a le train, Lunel ou Montpellier Express, je sais plus comment ils l'appellent. 8 minutes pour faire Lunel-Montpellier. Montpellier, c'est une ville, je te fais pas un dessin, hein, pression locative de dingue. Lunel, ça vaut beaucoup moins cher au mètre carré. Tous les investissements qu'on a à Lunel, ils sont pleins, les loyers augmentent tous les ans, ça se passe super bien. Et donc d'autres villes que je pourrais te citer, c'est Vienne au sud de Lyon. Alors que tu vas parler à des gens de l'Isère, ils vont te dire, voilà, Vienne, ça fait pas rêver. Et effectivement, vu de Lyon, peut-être que Vienne fait pas rêver. Mais il y a plein de gens qui n'arrivent plus à se loger à Lyon. Vienne, c'est vraiment pas loin de Lyon. Les prix de l'immobilier, ils sont pareil, très bas. Il y a une pression locative incroyable. La qualité des immeubles est vraiment très mauvaise. Enfin, en tout cas, ceux que je visite, parce qu'effectivement, il y a peu d'investisseurs qui ont envie d'aller là-bas. Tu fais des chouettes appartes à Vienne, tu as des super locataires. Super facilement, ouais. Si je devais donner une troisième, mais il y en a probablement plein d'autres, Cavaillon. Voilà. Alors là, je t'ai parlé de la zone qu'on appelle le Sud-Est, c'est la zone où moi j'achète des immeubles, parce que du coup je suis responsable des investissements dans le Sud-Est, en plus d'être responsable du comité d'investissement. D'accord. Et alors attends, juste pour revenir, parce que tu parlais de 3 métriques. Donc la première, c'est la pression démographique, Ouais. la taille de la ville, donc le nombre d'habitants en fait. Alors ça, c'est très intéressant. La taille de la ville, nous, ce qu'on constate, c'est que plus tu vas dans une grande ville, plus la rentabilité est basse. C'est assez courant. Parce que je pense que plus tu vas dans une grande ville, plus il y a des investisseurs qui connaissent. Donc je vais donner un exemple qui me fait toujours beaucoup sourire. Mâcon. Mâcon, au nord de Lyon, c'est une ville qui doit faire, je sais pas, 50 000 habitants, 50 et quelques. Typiquement le genre de ville où Kianeos peut investir. Mais du coup, les gens, Mâcon, on connaît. Et puis il y a du vin pas très loin. Plutôt moi je pensais au vin effectivement tout de suite. Exactement, voilà. Effectivement, si tu achètes dans Mâcon la ville, et du coup c'est un peu cher. C'est pas une ville qui est très chère. Hein. Nous, on a pas mal d'investissements à Mâcon qui se passent bien. Mais, voilà. Mais par contre, ça a fait sourire pas mal de personnes. La SCPI Kianeos Pierre, on a acheté un immeuble à Bâgé-le-Châtel. Alors Bâgé-le-Châtel, tu n'as jamais entendu parler de ta vie. Enfin, c'est un village où il doit y avoir 400 ou 500 habitants, mais c'est un truc qui est à 3 km de Mâcon. Et en fait, c'est exactement des Mâconnais qui n'ont pas envie d'habiter à Mâcon, mais qui ont envie d'habiter effectivement dans un petit village où ils ont une place de stationnement, où ils ont soit une terrasse, soit un jardin, etc. Depuis qu'on a acheté cet immeuble, je crois qu'il y a eu une fois un locataire qui est parti. Je veux dire, il y a un turnover au ras des pâquerettes. Les loyers, ils augmentent avec l'IRL tous les ans, etc., etc. Et en fait, c'est un super investissement. Et par contre, les gens te disent, mais qui habite à Bâgé-le-Châtel? Et donc ça, c'est vraiment, avec le temps, le truc que je trouve top chez Kianeos, c'est de ne pas avoir peur d'aller sur des toutes petites villes. Et d'ailleurs, si vous regardez le rapport annuel de la SCPI Kianeos Pierre, tous les immeubles sont listés. Et à chaque fois que vous vous dites, ah bah tiens, cette ville, j'ai jamais entendu parler, si vous regardez, je sais pas, 9 fois sur 10, ça va être une ville qui va être collée à une autre ville de taille moyenne. Et aujourd'hui, on a l'impression que les locataires, ce qu'ils recherchent, c'est vraiment un peu plus d'espace, place de stationnement facile, un petit extérieur, etc. Et ça, effectivement, tu le retrouves plus facilement dans une banlieue immédiate de la ville de taille moyenne qu'en plein centre de la ville de 50 ou 70 000 habitants. C'est vrai, en fait, souvent, ce qu'on entend quasiment tout le temps sur l'investissement immobilier, c'est de se dire, si vous allez dans une toute petite ville, il y aura finalement assez peu de demandes, ce sera très compliqué. Et toi, là, effectivement, ta réponse, c'est si vous investissez dans une toute petite ville au milieu de nulle part,
c'est probablement vrai. Mais en fin de compte, si on est en banlieue ou en périphérie proche d'un centre d'attractivité régionale, bah, c'est intéressant, quoi. C'est ça exactement. En fait, il ne faut pas considérer le code postal comme un code postal isolé. Il faut essayer de réfléchir en termes de communauté de communes. Et là, du coup, je reviens. C'est celui qui me fait sourire parce que souvent, on m'en a parlé. Je crois qu'il y a eu au moins 3 ou 4 fois où il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit mais comment vous... Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il y avait des gens du coin qui savent que Bâgé-le-Châtel, c'est un village qui est super recherché. D'accord. Donc du coup, il me disait, mais comment vous avez su que ce village... Alors, je lui disais, nous, c'est vrai que chez Kianéos, on a toujours cette idée de se dire, quand on investit quelque part, on va y passer un peu de temps pour voir ce à quoi ça ressemble. Puis maintenant, on a des relais sur place, on a nos équipes sur place qui connaissent de mieux en mieux les zones. On a cette courbe d'expérience, quoi. Des exemples comme ça, il y en a plein. Donc il faut vraiment regarder la communauté de communes dans son ensemble. Ouais. Et alors du coup, dernière métrique par rapport à ça, tu m'avais parlé du revenu par habitant. Ouais. Donc en fait, tu croises ces 3 informations. Le revenu par habitant, par exemple, j'imagine, à Mâcon, il doit être assez élevé. Je me rends pas trop compte. Il y a des bases de données sur l'INSEE. Il faut faire attention. Il y a des fois, il y a des distorsions. Toujours pareil, tu peux pas prendre une mesure. Malheureusement, on aimerait se dire, on fait l'algorithme et puis bam, ça nous met du oui ou du non. Mais je vais donner un exemple. Il y a des communes où typiquement, on sait qu'il faut pas investir, c'est pas fou. Mais le revenu par habitant, il est élevé parce qu'en fait, c'est des villes où le centre-ville est assez petit, mais qui sont très étalées avec beaucoup de pavillons. Donc en fait, les gens vont y habiter dans des maisons individuelles. Donc ça, c'est des gens qui ont plutôt des bons revenus. Mais par contre, si tu vas investir dans le centre ancien, là, c'est cata, quoi. C'est genre, personne ne veut y vivre. C'est beaucoup de logements sociaux avec des revenus très bas, etc. Mais du coup, en fait, en moyenne, le chiffre que tu as dans l'INSEE, il est plutôt pas mauvais. D'accord. Mais en fait, ça représente... En fait, il faudrait coupler la moyenne avec l'écart type. Mais là, l'écart type, l'INSEE, il nous la donne pas. Il ne donne que la moyenne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est assez intéressant en fait parce que tu sais, ça fait penser un peu à l'urbanisation à l'américaine. Tu sais, souvent on parle des quartiers pas top aux États-Unis comme des inner cities, donc en fait du centre-ville en fin de compte, avec souvent exactement ce que tu décris, une zone pavillonnaire plutôt huppée et un centre-ville à l'abandon où tu vas avoir quasiment des gangs. Absolument. Alors ça, je peux te dire qu'en France, moi de mon expérience, les villes riches sont restées riches à l'intérieur. Et les villes pauvres se sont paupérisées à l'intérieur. Et vraiment, la première couronne, alors pas toute la première couronne, mais dans la première couronne, il y a des quartiers qui sont très chouettes. Donc déjà, tu vois, ça peut être un indicateur. Quand tu sais qu'il y a une ville où le centre-ville est chouette, en général, c'est une ville qui est plutôt riche. D'accord. Okay. Voilà. Et à l'inverse... C'est pas très surprenant, cela dit. Non, c'est pas très surprenant. Alors pour te donner des chiffres, je vais te donner des chiffres, c'est-à-dire si tu vas sur la base de l'INSEE, nous ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en dessous de 17 000 euros par habitant, on n'arrive pas à passer les augmentations de loyer. Donc c'est vraiment chez nous les zones les plus pauvres. Et ça du coup, on va en reparler un peu après, mais c'est des zones où c'est compliqué d'investir parce que nous, on se rend compte que l'évolution des loyers dans le temps, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans la performance d'un investissement immobilier. Alors attends, 17 000 euros par habitant, on est quoi? On est dans le 4e décile, enfin on est sous le 4e décile des revenus moyens des Français, dans un truc comme ça? Ouais, on est dans le... Parce que je crois que la médiane, elle doit être, je crois que la médiane, elle doit être autour de 22 000 euros par personne. Moi, j'avais des chiffres et je me suis rendu compte qu'ils étaient périmés. J'avais des chiffres, j'avais 1 850 euros net par mois par habitant. En médiane? Voilà, en médiane. Ouais, c'est ça, mais tu vois, ça fait mais la médiane, elle a 000. Augmenté ces 2 dernières années et maintenant, on est quasiment à 2 000. Ouais, moi, c'est ce que j'avais en tête, donc ça fait à peu près 24 000 par an. Donc quand tu es à 17, non, tu es plus bas que le 4e décile. C'est encore plus bas que le 4e. Tu es déjà en dessous de la moitié. Ouais, c'est pour ça que je pense au 4e et peut-être encore le 3e. Donc tu es vraiment dans le bottom 30 ou 40%. Quoi. C'est pas oui, tu comptes comme ça. Moi, j'aurais dit que le premier décile était les plus riches. Bah, souvent on dit le 9e décile pour les plus riches. Ah d'accord, ok. Je ne savais pas qu'on comptait comme ça. Ouais, mais c'est ça, exactement. Je pense que tu es... Ok, intéressant. Et donc du coup, tu es vraiment sur la partie basse. Après, entre 17 et 19, voilà, c'est la moyenne, on va dire, un peu basse chez Kianéos. Entre 19 et 21, ça commence à bien nous aller. Au-dessus de 21, chez nous, chez Kianéos, tu sais que là, tu commences à être pas mal. Ça commence à être des villes un petit peu recherchées. C'est vraiment des villes sur lesquelles on arrive à passer l'IRL très facilement. Donc 21-23, au-dessus de 23, chez nous, chez Kianéos, c'est même rare qu'on arrive à acheter. Et par contre, quand on arrive à acheter au-dessus de 23, c'est que vraiment, nous, on dit en rigolant, on est chez les riches, quoi, hein, c'est rigolo parce qu'en fait... c'est l'écart que tu décris, il n'est pas non plus énorme. Enfin, tu vois, on se dit 17 à 23, c'est pas... Non, parce que c'est des moyennes. Après, il n'y a pas trop de distorsion parce que nous, on investit toujours dans le même typologie de ville. Tu as des villes entre 3 000 et 80 000 habitants, on va dire. Comme je te dis, il y a des fois où le centre-ville a probablement une moyenne qui est beaucoup plus basse, mais c'est compensé par une périphérie avec des gens qui gagnent un peu plus, quoi. Okay. Et alors, là, quand je te dis qu'on regarde ces stats, c'est quand même à partir de 3 000 habitants. Typiquement, aller regarder sur un village où il y a 400 personnes, il peut y avoir des distorsions assez fortes à cause de quelques revenus. Voilà. Donc pas de triangle d'or chez Kianéos, quoi.
Mais tu vois, j'ai jamais regardé par curiosité. Je connais pas le revenu par habitant sur la base INSEE de Paris. Voilà, je sais pas. Alors Paris, je pense que c'est une bonne question. Je connais pas non plus, mais j'imagine, tu vois, qu'il y a des quartiers, je sais pas, vers la Tour Eiffel, où tu dois être à peut-être 70, 80, j'imagine, enfin au moins quoi. Enfin, je suppose. Maintenant, on a parlé pas mal du coup de où acheter. Il y a une autre question que tout le monde se pose finalement, c'est quels actifs acheter. Et par quels actifs j'entends? Est-ce qu'on achète plutôt petit? Est-ce qu'on achète plutôt grand? Est-ce qu'on achète un immeuble de rapport? Est-ce qu'on achète un appartement en copro? Comment tu vois ça de ton côté? Du coup, tu as dit 3 choses. Est-ce qu'on achète petit, grand, immeuble en copro? Enfin, tu vois, il y a plusieurs sujets qui sont à aborder. La surface, là, c'est un truc sur lequel je crois que je me suis plutôt pas trop planté chez Caneos, parce que dès le début, je me disais, attention, le studio, si tu fais la rentabilité théorique, ça fait rêver. Si tu fais la rentabilité pratique, ça fait pas rêver. Trop de turnover? Alors, le turnover, ça coûte cher dans le résidentiel. C'est-à-dire, tu as toujours un petit coup de peinture, tu as toujours un petit temps de vacances, etc. Et du coup, effectivement, studio, qui dit studio, dit beaucoup plus de turnover. À chaque fois que ça sort, il y a toujours un petit coup de travaux, il y a toujours un petit temps de latence, etc. Et peut-être donc, les gens prennent moins soin, je sais pas. Je sais pas si tu as observé ça. Alors, nous, on en a très peu des studios. D'accord. Et effectivement, ceux qu'on a, c'est pas là où, en facial, c'est notre meilleure rentabilité. En réel, c'est pas du tout notre meilleure rentabilité. Ok, ça c'est hyper intéressant parce que je pense que ça va à l'encontre de tout ce qu'on lit sur Internet. Non, mais par contre, il faut encore replacer les choses dans le contexte. Peut-être que si tu investis dans des studios dans des grandes métropoles régionales, genre par exemple un studio à Paris, peut-être que ça vaut vachement le coup. Donc nous, encore une fois, on est dans des zones plutôt détendues, dans des villes, on va dire 3000, 80 000 habitants. C'est pas Montpellier où il y a une pression de dingue des étudiants pour trouver à se loger en septembre, quoi, tu vois. Du coup, je mettrais ce bémol-là, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même dans nos villes-là, des fois, il y a des studios, on a du mal à les relouer. Donc ça, c'est pour ce qui est surface. On aime beaucoup le P2 de 40 mètres carrés, le P3 de 60 mètres carrés. Voilà, après, quand c'est plus grand, quand on en a, on est content. Mais par contre, c'est difficile de réussir à le faire rentrer dans nos objectifs de rentabilité parce qu'en fait, il y a une notion de convexité en fait, sur les loyers. Au-delà de 70-80 mètres carrés, tu vas louer presque le même prix en 80 et en 100 mètres carrés dans des villes où on investit. Est-ce que tu as des effets de seuil sur le nombre de chambres? Parce que j'imagine que tu vois, dans les familles, il y a quand même un sujet de chambres, 3 chambres quand tu as des enfants. Ouais. Parce que tu vois, je comprends qu'il y a une courbe, comme tu dis, qui est pas linéaire. Mais voilà, est-ce que tu observes quand même ces effets de seuil ou même pas? En fait, le problème que tu as, c'est que quand tu fais du rendement locatif sur des appartements, en fait, il y a surtout des seuils au-delà où tu n'arrives pas à monter en termes de loyer. Quand tu vas dépasser 700, 800, 900 euros de loyer par mois suivant les villes, et du coup, derrière, il y a un moment, tu te retrouves en concurrence avec des maisons. Tu n'arrives plus à louer ton appart, même s'il va faire, je sais pas, 100 ou 110 mètres carrés, la personne va préférer avoir un 80 mètres carrés dans une maison avec un extérieur, etc. C'est pour ça qu'on revient à l'exemple de tout à l'heure, où je te disais en périphérie, ça peut être intéressant d'avoir des logements qui proposent un extérieur, une place de stationnement, etc. Parce que là, du coup, tu vas aller concurrencer même des grands appartements de centre-ville. Vous faites aussi tout ce qui est plutôt type maison individuelle ou pavillon ou pas trop? Oui. Alors, ça va recouper un point, mais je crois qu'on va aborder peut-être juste après, qui est l'évolution de la rentabilité dans le temps. Nous, dans la SCP Caneos Pierre, on a, je crois, 7 ou 8% de maisons qui sont effectivement facialement, au moment où on les achète, moins rentables. Mais par contre, pour une autre raison, c'est le risque de liquidité. Donc là, du coup, on sort un peu de la logique de l'investisseur. On est dans la logique de l'asset manager qui gère une grosse SCPI et qui se dit, peut-être qu'un jour, il y a des gens qui vont retirer de l'argent de la SCPI. Il faut que je sois capable de mobiliser de l'argent rapidement sans détériorer le prix de part, c'est-à-dire sans vendre à la casse. Et donc effectivement, le fait d'avoir des maisons comme ça nous donne, on va dire, une espèce de petite poche dont on pense qu'elle est plus rapidement liquide. On a 7 ou 8% comme ça de Alors je rappelle pour les investisseurs, c'est que vu que tu as plusieurs milliers de biens en tout, en fait, ça fait probablement plusieurs centaines de maisons. On n'est pas sur 2-3 maisons. Quoi. Non, c'est ça. Je pense qu'on a 4500 lots aujourd'hui à peu près sur Caneos Pierre. Donc ça fait plus de 300 maisons. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. Juste pour rappeler que tu ne parles pas de 2 cas isolés. C'est, ouais. Effectivement, pas les toutes petites surfaces, pas les très grands appartements. Pourquoi pas les pavillons ou les maisons? L'immeuble de rapport ou la copro? T'as un avis là-dessus? Ouais, j'ai un avis. Les frais de copro, ça coûte cher. Donc, clairement, le fait d'acheter un immeuble en bloc plutôt que d'acheter un appartement, déjà, tu peux faire les travaux que tu veux. Je vais te donner un exemple tout bête. Imagine, tu te dis, j'ai un immeuble, c'est vraiment le bloc béton des années 60, il n'est pas isolé. Je vais faire une isolation par l'extérieur. Si tu as tout l'immeuble, tu peux le faire. Ouais, c'est facile. Voilà. Les frais de syndic, on ne se rend pas compte. Nous, dans des zones détendues, souvent, les loyers sont quand même assez bas rapportés au mètre carré. Tu peux avoir, je sais pas, un 60 mètres carrés que tu vas louer 600 ou 650 euros par mois. Si tu viens rajouter des frais de syndic par-dessus, donc tu loues 600 euros par mois, 7200 euros par an. Si le syndic, il vient de prendre 200, 300, 500 euros, du coup, tu vois que c'est déjà quelques pourcents de tes revenus locatifs. Et après, j'y reviens, le fait de pouvoir faire les travaux que tu veux, quand tu veux. J'ai l'habitude de dire, nous, on a tous nos immeubles en pleine propriété. C'est pas tout à fait vrai. Sur tous nos immeubles, on en a 3 en copropriété. Et je dis, mais ceux-là, ils sont géniaux.
il nous permet de nous rappeler tous les ans pourquoi on ne veut pas d'immeuble en copropriété. Voilà, okay. D'accord, donc avis très tranché sur le sujet, pas de copro. Ah oui, limpide. Et surtout, je dirais aux gens, faites attention quand vous faites vos calculs. Pour un investisseur qui va acheter juste un appartement, prenez bien les frais de copro en compte. C'est pas du tout négligeable, aussi bien sur la rentabilité que sur les cash flows. Parce que tu sais, maintenant, tu as des obligations de fonds de travaux depuis la loi Allure. Oui. Et donc, du coup, ça vient aussi jouer sur tes cash flows. Pas forcément sur ta rentabilité, au sens où c'est pas de l'argent perdu, puisque derrière, il y aura des travaux qui peuvent valoriser ton bien. Mais par contre, sur tes cash flows, ça joue. Hein. Oui, puis ça joue sur le TRI, parce qu'on le sait, par définition, les distributions régulières jouent fortement le TRI. Autre question par rapport à ça, immeuble en ruine à retaper complètement ou bien déjà quasiment rénové, acheter un marchand de biens? Voilà, donc là, c'est vraiment, je pense, le sujet qui est central, et c'est le sujet où, clairement, je n'ai pas honte de le dire, je pense que ça nous a pris au moins 4 ou 5 ans chez Kianeos de savoir parfaitement ce qu'on voulait acheter. Okay. Ce qu'on ne veut pas acheter, et ça, c'est dur, hein, c'est l'immeuble où, quand tu rentres, tout a l'air à peu près propre, même si tu vois qu'il y a quelques petits ajustements à faire. Et ça, quand tu commences dans l'immobilier, bah, tu peux dire « ouais, c'est propre ». C'est même potentiellement un peu joli, et tu peux te dire « ah bah tiens, c'est marrant, y a 2-3 finitions qui sont pas trop bien, etc. » Mais quand tu commences à avoir l'œil d'avoir fait beaucoup d'acquisitions, bah, tu vas regarder genre le tableau électrique. Tu vas voir que c'est du Brico Dépôt et c'est pas une marque type Schneider ou un truc un peu plus solide. Tu vas regarder le sol. Tu vas voir que le sol, vraiment, c'est du premier prix. C'est un parquet PVC vraiment à, je sais pas, 7-8 euros du mètre carré. Et puis, du coup, tu vois que sur les côtés, il peut gondoler un peu, etc. Tu vas voir pareil que la cuisine, c'est du très bas de gamme et que déjà, le plan de travail, il commence à souffrir un peu d'humidité, des choses comme ça. Et quand t'as pas cet œil-là, tu peux te dire... ah bah oui, bah ça gondole un peu, mais c'est pas grave, c'est une bricole, ça va me coûter 20 euros de résoudre le problème. Mais en fait, c'est souvent la résultante d'un mal plus profond, qui est que ta rénovation, elle a été faite au rabais, à la va-vite, etc. Et en fait, à horizon 2, 3, 4, 5 ans, tu vas avoir des coûts que tu n'avais pas du tout anticipés. Avec le temps, chez Kianeos, on préfère payer plus cher un truc sur lequel on a bien étudié, et on sait que la réno, elle a été bien faite et que tout est nickel. Et ça, c'est parce que, bah, toi, tu le sais, chez Kianeos, on est 34, il y a 17 personnes sur le département travaux. Il y a un responsable, une assistante administrative, mais il y a surtout 15 maîtres d'œuvre qui sont des spécialistes de l'immobilier. Et eux, ils sont capables d'avoir cet œil, de se dire, non, c'est bon, là, ça se voit, les marques, c'est du haut de gamme, c'est vraiment un investisseur qui a fait ça pour lui, pour le garder longtemps. Il n'a pas eu peur de mettre de l'argent pour pas y revenir, ça a été bien fait, etc. Donc ça, c'est possible d'acheter ça, mais surtout chez Kianeos, on va acheter des immeubles détériorés, que vraiment, on va négocier fort le prix. Donc là, par exemple, des DPE très bas, aujourd'hui, c'est très d'actualité, les gens en parlent beaucoup, mais c'est vrai, les DPE F et G ont des prix qui ont beaucoup décoté ces dernières années. Et là, on va mettre un gros budget de travaux. Et donc là, j'y reviens, la rentabilité d'un immeuble, c'est loyer divisé par prix d'acquisition plus frais de notaire plus travaux. Du coup, si tu mets un gros budget de travaux, effectivement, on peut se dire ta rentabilité faciale, ta rentabilité brute, elle va être basse. Et donc souvent, moi, quand je discute avec des agents immobiliers, ils me disent « ah, vous cherchez quoi ? Vous cherchez du 10 de rentabilité ». Et je leur dis « mais en fait, ça ne veut rien dire la rentabilité. De toute façon, vous n'arriverez jamais à budgéter un budget de travaux comme Kianeos sait le faire. C'est vraiment notre expertise numéro 1. » Et donc du coup, je leur dis « montrez-moi des immeubles et puis après, on verra bien le prix. » Mais clairement, aujourd'hui, on préfère se dire « on va avoir une rentabilité brute qui est très basse ». C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir des rentabilités brutes, des fois à genre 6,5%. Et donc là, les gens ils vont se dire « waouh, bah, il est nul, Jérémy, il achète des immeubles dans des petites villes et il est à 6,5%. » Ouais, mais 6,5% brut, si il est nickel l'immeuble, et que et qu'il est bien placé, et que c'est dans une ville où je sais que je peux passer l'IRL, donc l'indice de revalorisation des loyers chaque année, et que je vais faire ça, et que pendant 10 ans, j'en entends pas parler, et bah du coup, mon 6,5%, 10 ans plus tard, peut-être que les loyers ont augmenté de, je sais pas moi, 25% ou 20% ou 30%, et donc ça sera devenu du 8%. Et là, j'ai un immeuble qui est nickel. 10 ans plus tard, il a peut-être juste besoin d'un coup de peinture parce que tous les travaux ont été faits et qu'une élec, ça dure plus que 10 ans. De la plombe, ça dure plus que 10 ans, surtout si c'est bien entretenu. L'isolation, ça dure plus que 10 ans, etc. Je me retrouve avec un immeuble bien placé, très bien rénové, et qui, dans 5 ans, aura une rentabilité à 7,25, dans 10 ans, aura une rentabilité à 8%. Et là, pour le coup, j'ai fait un investissement de dingue. Parce que soit je vais le garder avec une rentabilité de dingue, soit je vais le revendre avec de la plus-value, etc., etc. Et ça, quand je te le raconte, tu te dis, ah bah, Jérémy, c'est évident. Où c'est que tu avais la tête quand tu as commencé Kianeos? Mais vraiment, avec le retour sur expérience, d'être capable de se dire, aujourd'hui, on n'a pas peur d'acheter des immeubles qui, en rentabilité brute, sont quand même plus bas que ce que les gens s'imaginent. Parce qu'effectivement, c'est la pérennité. Et toi, tu le sais. Un investissement dans une SCPI, c'est un investissement sur le long terme. On a tendance à tort
dans le monde de la finance de regarder le taux de distribution, même pas de cette année, c'est de ce trimestre, voire même de ce mois-ci. Ah, lui, son taux de distribution, ce mois-ci, il a baissé. Mais je veux dire, on s'en fout. La durée recommandée de placement sur une SCPI, c'est 10 ans. Je crois qu'en moyenne, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. 22 ans, je crois. C'est ça, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Il y a eu peut-être plus de retraits là depuis un an ou deux avec la crise des SCPI. Mais je veux dire... La dernière stat qu'on avait, c'était 22 ans. Ouais, voilà. Moyenne. Et donc, du coup, moi, je me dis, mon boulot de gérant de SCPI, c'est pas ma rentabilité de cette année. C'est ma rentabilité dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans. C'est intéressant parce que tu as dit plein de trucs là hyper forts, je trouve. C'est donc, en fait, finalement, en termes de qualité de la rénovation, c'est finalement le pire, c'est un peu l'entre-deux. C'est le truc qui a l'air cosmétiquement le maquillage. Correct. Ouais, le maquillage, exactement, c'est ça. Mais c'est dur, hein, je veux dire. Alors, je connais pas l'expertise des gens qui vont regarder cette vidéo, mais c'est dur d'avoir l'œil. Nous, ça a nécessité d'embaucher 15 maîtres d'œuvre. Hein, et tu as fait justement des acquisitions comme ça où tu te disais en rentrant, ah, c'est pas mal quand même, allez, je peux quasiment y loger quelqu'un dès demain. Et puis en fin de compte, tu as eu beaucoup de problèmes ou c'est dès le début, tu savais déjà que ce truc-là était important? Mais j'ai commencé ma vidéo en disant on s'est pris les pieds dans le tapis. Ouais. On s'est pris les pieds dans le tapis sur toutes les étapes. Hein. C'est-à-dire, genre, on va pas se mentir, on s'est pris les pieds dans le tapis en allant dans des villes où on n'arrive pas à passer l'IRL, l'indice de revalorisation des loyers, de telle sorte que quand tu fais un peu tous tes travaux d'entretien courant, tu n'arrives pas à les rentabiliser. Prenons un exemple. Tu as un immeuble, tu l'as payé 100 €, d'accord? Et il te rapporte 6 € par an, 7 € par an, 7%. C'est ta rentabilité. Quand je te dis tu l'as payé 100 €, c'est prix d'acquisition plus frais de notaire plus travaux, ton coût de revient. Okay. L'année prochaine, tu fais 2 € de travaux. Et du coup, il y a un monde dans lequel ton immeuble, ton 7%, les loyers ont augmenté de 2%, donc c'est devenu 7,14. Et ton coût de revient, tu as fait des travaux un peu d'entretien courant, donc c'est devenu 102. Et donc 7,14,102, tu as gardé ta rentabilité. Et puis il y a un monde dans lequel tu n'as pas réussi à augmenter tes loyers, c'est resté 7. Et du coup, la rentabilité de ton immeuble, c'est 7 sur 102. Donc ça rejoint ce que je disais au début. Il faut réussir à se dire qu'on est dans des villes sur lesquelles on arrive à augmenter un petit peu les loyers chaque année. Donc la démographie, les revenus par habitant, etc. Tu vois, un peu tout ça. Et puis après, il y a le monde dans lequel tu as acheté l'immeuble qui a été bien maquillé. Toi, tu avais prévu d'avoir un coût de revient à 100. Mais en fait, l'année prochaine, en fait, tu te rends compte qu'il faut refaire un sol. Donc, du coup, tu es passé de 100 à 102. Mais tu es aussi passé de 100 à 105 parce que, du coup, l'élec, elle était un peu pourrie, il fallait un peu la refaire. Et la plomberie, ils avaient refait la plomberie de l'appart, mais ils n'avaient pas refait la colonne d'évacuation. Il faut casser pour refaire une colonne d'évacuation. Et du coup, en fait, ton immeuble, il te revient beaucoup plus cher que prévu. Donc, tu vois, tout ce que j'ai dit là pendant cette vidéo, tout ça est lié et gardé en mémoire. On peut être marchand de biens, c'est-à-dire on peut acheter un truc et le revendre le lendemain. Mais c'est pas ce dont on parle dans cette vidéo. Aujourd'hui, moi, ce dont je parle, là où j'ai une expertise, alors probablement pas la meilleure, mais en tout cas, elle vaut ce qu'elle vaut et c'est celle que je partage aujourd'hui, c'est un investisseur qui fait de l'investissement locatif sur le long terme. Et là, ce dont je suis convaincu aujourd'hui, c'est que la rentabilité de l'immeuble aujourd'hui, il faut qu'elle ait un certain seuil, parce que si tu démarres de 3%, tu n'arriveras jamais à 8%, ou bien il te faudra 40 ans et tu auras une nouvelle réno au milieu. Mais par contre, se dire, moi je veux du 10%, c'est absurde, ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'il y a peut-être des désordres qui sont cachés, il y a une toiture à refaire que vous n'avez pas vue, il y a des problèmes structurels que vous n'avez pas vus, c'est dans un quartier où vous n'arrivez jamais à relouer, vous ne l'avez pas vu, etc. etc. Tu vois. Donc toi, ton message, c'est pour toutes les personnes qui sont bombardées, parce qu'il faut bien se dire que aujourd'hui, nos clients, tous les youtubeurs, tous les gens sur YouTube sont bombardés de formateurs qui ont des phrases d'accroche extrêmement fortes du type il faut du 12% minimum, du 13%, du 14%. Toi, tu leur dis bullshit en fait aujourd'hui. Oui, moi je leur dis, ça m'intéresse pas du tout. Peut-être qu'il y a des fois, tu arrives à faire un coup, tu arrives à tomber sur un truc, j'en sais rien, une vente aux enchères, etc. Oui. Et tout. Mais ça, moi, je dis pas. Hein. Je veux dire, nous-mêmes, ça a dû m'arriver une fois sur deux, effectivement, de faire un coup de dingue. Moi, comme je pense même l'avoir présenté à mes collègues en leur disant, c'est un misprice, parce que moi, je viens des marchés financiers, quoi. Donc, il y a eu un mispricing. Une succession où les mecs doivent brader. Enfin, voilà, ça arrive. Voilà, il y a eu un truc où, je sais pas, ils se sont plantés sur l'évaluation. En fait, et voilà, il fallait se jeter dessus. On fait une offre tout de suite sans clause suspensive de crédit. Bim, bam, boum, c'est signé. Là, c'est pas ça dont on parle. On essaye de parler en règle générale. Et puis, en règle générale, je pense que ça va faire l'objet, je crois, d'une autre vidéo. Mais derrière l'acquisition, il y a la rénovation. Et puis surtout, après, il y a la vie, il y a la gestion locative. Et je pense que pour être un investisseur immobilier où ça fonctionne, il faut avoir de bonnes relations avec ses locataires. Il faut avoir des chouettes appartements. Il faut être réactif quand ils ont des demandes. Alors, avec 99% de ses locataires, il y a toujours les 1% qui vont poser souci et qui, malheureusement, on n'y arrivera pas. Mais je veux dire, il faut mettre toutes les chances de son côté, parce que si ça se passe bien avec tes locataires, du coup, tu vas y passer moins de temps. Et quand on fait de l'investissement locatif, on n'a pas envie d'avoir un deuxième boulot qui va nous rapporter de l'argent. Hein. On a envie d'avoir un investissement qui va nous rapporter de l'argent sans nous prendre trop de temps. Donc, il faut penser à la pérennité du rendement sur le long terme. Et je pense que dans le résidentiel, ça passe par des bonnes relations. Donc, je pense mieux vaut faire un peu plus de travaux au début
qui ensuite vont se traduire par un gain de temps sur la gestion locative, de bonnes relations avec le locataire. Tout ça, ça se retrouve dans la performance. Et puis également peut-être une revalorisation du bien, parce que c'est un des éléments sur lesquels vous êtes très fort, avec une revalorisation très régulière de vos actifs, qui se traduit également par le prix de part, mais dont on parlera peut-être aussi dans la partie rénovation, notamment je pense au DPE. Jérémy, pour cette première vidéo sur l'acquisition, je te remercie, c'était super. Pour tous les auditeurs, je leur rappelle que si tout ce que vous a dit Jérémy vous semble finalement assez compliqué à faire vous-même, ce qui est vrai, je le précise, n'oubliez pas que vous avez Jérémy qui peut le faire pour vous via sa SCPI Kianéos Pierre et des SCPI fiscales dites de Normandie qu'on ne va pas détailler aujourd'hui, mais n'hésitez pas à contacter un conseiller si ça vous intéresse d'en savoir plus. Merci Jérémy. Merci Clément.